Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. La puissance des États-Unis à ce moment-là est telle, il faut bien s'imaginer une chose, c'est qu'ils peuvent mener de front l'opération Overlord en France, porter le fer en Italie, préparer l'opération Anvil Dragoon dans le sud de la France, mener une campagne difficile dans le Pacifique qui nécessite quand même un potentiel naval et aérien considérable, apporter une aide matérielle très importante à la Grande-Bretagne, à l'Union soviétique, à la France et même à la Chine nationaliste. Les États-Unis sont perçus à ce moment-là comme le véritable arsenal du monde libre. La transformation qu'ils ont réussi d'une économie libérale en une économie de guerre, on se doute bien, ne s'est pas fait sans heurts malgré tout. Vous avez la loi Smith-Conley, je reviens un petit peu dessus parce que c'est important, qui a été votée par le Congrès en 1943, autorisait, il faut le savoir, le président américain à saisir toute entreprise travaillant pour la défense nationale en cas de difficulté ou d'obstruction à la production. Et de cette date à 1945, eh bien, les États-Unis vont produire, tenez-vous bien, 90 000 chars, 180 000 canons, 500 000 camions, autant de half-track, de scout-cars, 643 000 jeeps et véhicules divers, 296 000 avions, 296 000 avions. De Pearl Harbor à Hiroshima, en 4 ans, l'US Navy a reçu 120 porte-avions, des centaines de croiseurs et de destroyers, des milliers d'engins de débarquement. En 1944, les chantiers navals produisaient un porte-avions par mois et lançaient un Liberty Ship par jour. Si les États-Unis sont le principal contributeur matériel et économique des nations alliées, c'est l'URSS qui va supporter le poids militaire le plus lourd sur le théâtre européen. D'où la demande de Staline. L'opération Citadelle, menée par les Allemands du 5 juillet au 23 août 1943 dans le secteur de Koursk, débouche, elle, sur la plus grande bataille industrielle de l'histoire. Au début de cette offensive, les Allemands mettent en ligne 800 000 hommes, 2700 chars, 10 000 canons, 2000 avions. Les Soviétiques leur opposent 3 armées représentant 2 millions d'hommes, 3600 chars, 20 000 canons, 2400 avions. Et les pertes, je vous laisse imaginer, sont à la hauteur de l'engagement. Les Allemands perdent 863 300 blessés ou tués, plus de 1000 chars et 1000 avions. Cette défaite va placer l'Allemagne sur la défensive et désormais, ces armées vont battre en retraite continuellement. L'armée rouge, elle, a perdu 500 000 hommes, 1200 chars, a libéré Kharkov, c'est vrai, a recouvré l'initiative des opérations. Au printemps 1944, la Crimée est libérée et au centre, Smolensk est reprise le 22 juin 1944, 3 ans, jour pour jour, après le déclenchement de l'opération Barbarossa, l'armée rouge lance l'opération Bagration, qui permet de libérer la Biélorussie. Elle engage 2 330 000 hommes, 4 000 blindés, 24 000 canons, auxquels les Allemands ne peuvent plus opposer que 800 000 hommes et 553 blindés. Après la conférence de Téhéran, en novembre 1943, les Américains et Britanniques parviennent à 3 conclusions. Sur le théâtre européen, Overlord et Anvil doivent absolument constituer des opérations suprêmes pour 1944, mais il faut revoir Overlord en plus grand. L'étude d'Anvil, comme un assaut amphibie monté par 2 divisions, devait être faite aussi vite que possible. Or, Overlord étant prioritaire, où donc trouver les troupes pour Anvil ? L'Italie et l'Afrique du Nord française sont évidemment à proximité du sud de la France. Il y a des troupes américaines qui ont déjà participé à des opérations amphibies et des divisions françaises qui pourraient comme ça se battre sur leur propre sol, ce qui est un aspect très important évidemment de l'opération. Il reste une difficulté, le transfert de troupes d'Italie qui affaiblirait automatiquement les opérations dans ce pays et aurait pour résultat d'arrêter toute offensive sur le front italien, ce que les Britanniques refusent catégoriquement. Le 26 janvier 1944, des forces américaines et britanniques débarquent à Anzio, juste au sud de Rome, mais au lieu de faire une percée rapide pour opérer une jonction avec les forces principales au sud, elles sont cernées et bloquées dans la tête de pont. Et les forces principales ne vont pas progresser pendant 4 mois. Naturellement, cette impasse rend impossible tout prélèvement de troupes pour préparer Anvil, sans mettre évidemment en danger gravement le front en Italie. En conclusion, le général Wilson préconise l'abandon du débarquement prévu dans le sud de la France, pour lequel il n'y aurait donc pas assez de troupes et de péniches. Il faut choisir entre reporter Anvil, voire même l'annuler. Le 22 mars, Eisenhower lui-même recommande l'abandon d'Anvil et le transfert de toutes les péniches à Overlord. Mais le 24 mars,
Les chefs d'état-major américains insistent pour qu'on repousse seulement la date d'Anneville. Il ressort clairement que les Américains sont décidés à engager toutes les forces possibles sur le lieu principal. La France leur permettra d'accéder rapidement au cœur de l'Allemagne. C'est le but principal. Encore une fois, les Américains ne sont pas venus libérer la France. Attention à ce qu'on vous raconte en général. Les Américains sont venus pour accéder rapidement au cœur de l'Allemagne et en finir. En conséquence, il est de la plus haute importance que des troupes françaises soient engagées dans le combat, et surtout sur leur propre sol. Selon les exigences de Staline, l'opération Overlord sur les plages de Normandie est donc prioritaire et doit avoir lieu au plus tard fin mai 1944. L'opération Anneville, rebaptisée Dragoon, est reportée au mois de juillet avec un groupement de forces de 10 divisions, dont 2 à 3 divisions pour l'assaut initial. Ces grandes unités doivent être fournies par les forces françaises reconstituées en Afrique du Nord et par les forces américaines disponibles sur le théâtre d'opérations méditerranéen. Grâce au réseau de renseignement et aux reconnaissances aériennes, les positions ennemies sont repérées et on connaît les forces et les faiblesses. Défense côtière non négligeable mais plutôt disparate, dispositif peu profond, et surtout manque de réserve. On sait également qu'on n'a pas grand-chose à craindre de la Luftwaffe et de la Kriegsmarine. Les plans alliés ont prévu la prise de Toulon vers le 3 septembre, donc à J+20, et de Marseille le 23 septembre à J+40. Il n'est pas envisagé de franchissement de cours d'eau importants, que ce soit la Durance, le Rhône, avant le 30 septembre. De janvier à juillet 1944, un état-major portant le nom de Force 163 est donc mis sur pied pour préparer ce débarquement. Les opérations dépendent du commandant suprême en Méditerranée, Sir Maitland Wilson, général britannique qui occupe ce poste depuis le moment où Eisenhower a lui-même été désigné pour assurer la direction d'Overlord. Le général américain Alexander Patch est nommé à la tête de la 7e armée américaine. Le général de Gaulle, président du Comité français de libération nationale et commandant en chef des forces armées françaises, désigne lui le général Jean Delattre de Tassigny comme commandant de l'armée B, future première armée française, c'est-à-dire de l'ensemble des forces terrestres françaises appelées à prendre part au débarquement. Mais il restera placé sous l'autorité malgré tout du commandant de la 7e armée US. En priorité, les logisticiens ont à surmonter la pénurie en moyens de débarquement, notamment en bateaux d'assaut. C'est une suggestion de première grandeur parce qu'elle amène justement à décaler Anneville de plusieurs mois par rapport à Overlord. Où pourrait-on trouver les navires pour transporter ces troupes et les péniches pour les débarquer ? Les Américains et les Britanniques mènent 2 guerres quand même sur d'immenses théâtres, loin de leur base, contre l'Allemagne, contre le Japon. Ils ne peuvent rien faire sans ces navires. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.